Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais faire une présentation introductive sur eBPF et je vais essayer de couvrir un peu ses applications et ses différentes limites. Donc eBPF, c'est une technologie qui est relativement peu visible parce que c'est une technologie qui est souvent utilisée dans l'infrastructure. C'est pas quelque chose qui va être développé par beaucoup de monde. Et pourtant, c'est en fait quelque chose qui est omniprésent, qui est vraiment beaucoup utilisé déjà aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. Donc par exemple, si vous avez un Ubuntu avec systemd qui s'exécute, en fait, vous avez des programmes eBPF très probablement qui s'exécutent sur votre laptop. Si vous avez un Android, la collecte des stats sur la data entre les différentes applications, c'est fait par eBPF. Et si vous allez sur des sites comme Google ou Facebook, en fait, la plupart de vos requêtes, la plupart du trafic que vous envoyez est traité par des programmes eBPF et ensuite, évidemment, par d'autres choses. Je m'appelle Paul Chénion, je suis ingénieur chez Isovalent. Isovalent, c'est une petite start-up qui est basée donc, à Zurich et aux États-Unis, avec beaucoup de monde qui est en remote comme moi. C'est la boîte qui est derrière Cilium. Donc Cilium, c'est un gestionnaire de réseau pour Kubernetes. Et Isovalent, en fait, utilise énormément eBPF dans l'ensemble, ou quasiment l'ensemble de ses produits, à chaque fois pour essayer de résoudre des problèmes un petit peu différents d'un produit à l'autre. Isovalent est membre fondateur de la fondation eBPF et j'ai des collègues qui sont j'ai un des collègues qui a créé eBPF à la base, j'en ai d'autres qui sont mainteneurs et on est plusieurs à être contributeurs sur eBPF dans le noyau Linux. Donc chez Isovalent, je suis dans l'équipe Datapass, donc c'est l'équipe en fait qui va vraiment utiliser eBPF pour faire tout ce qui est traitement des paquets, vraiment les router, peut-être faire des appels au chiffrement de Linux, etc. Donc plein de choses qu'on va voir aujourd'hui comme use case d'eBPF. Alors, quelques petits disclaimers. Le premier, c'est que je fais partie du staff. Malheureusement, je suis au courant que cet amphi-là, il est maudit. Il y a tout le temps des problèmes de micro, d'affichage, etc. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que mes slides, ils sont un petit peu jaunes. Ça vient pas de mon PC, je ne sais pas pourquoi. Ce matin, en 1 heure, on a eu 2 micros qui ne fonctionnaient plus, un problème de Larsen, un problème d'écran. Donc s'il y a des problèmes, voilà, vous êtes prévenus. On essaiera de faire ce qu'on peut. Et donc tout le talk est centré sur Linux. eBPF existe aussi sous Windows, mais je connais beaucoup moins sous Windows. Donc j'ai préféré me centrer plutôt sur Linux. C'est là où ça a été originellement créé. Donc je pense que c'est aussi peut-être là où c'est le plus intéressant de commencer. Donc la présentation va commencer par introduire un petit peu de background pour comprendre vraiment d'où vient eBPF et pourquoi est-ce que ça a un intérêt. Donc on va parler de kernel space, user space. Je vais expliquer ces concepts et la manière dont ça communique. Avec ça, on va ensuite comprendre pourquoi est-ce qu'on a un besoin de programmer le kernel avec eBPF. Et on ira ensuite donc dans le cœur du sujet, comment eBPF fonctionne, quels sont les cas d'usage les plus communs qu'on peut trouver. Et tout au long du talk, qui est principalement à la fin, j'essaierai d'aborder quelques misconceptions qu'on a sur eBPF, donc des choses qui reviennent assez souvent et qui sont souvent à nuancer. Alors pour commencer, le kernel space, c'est donc un composant de votre système qui est extrêmement privilégié parce qu'il a besoin de gérer l'accès aux ressources physiques. Donc il va gérer l'ensemble des ressources physiques que vous pouvez avoir sur votre laptop, sur vos serveurs, etc. Et il va les exposer sous forme d'abstraction pour que vous puissiez les utiliser. Donc par exemple, si on parle du disque, vous avez tous l'habitude d'utiliser des fichiers. Ça, c'est une abstraction qui est exposée par votre noyau, par votre kernel, à partir de ce qu'il a au niveau hardware. Vous vous en doutez, du coup, c'est un composant critique. Il est extrêmement privilégié, mais aussi, s'il arrête de s'exécuter, vous perdez entièrement votre système. Vous n'avez plus aucune application ou quoi que ce soit qui s'exécute. Au-dessus de notre kernel, on va avoir donc, nos applications qu'on connaît tous. Donc, c'est le domaine applicatif où on a nos applications qui s'exécutent en utilisant des processus. Donc, les processus, c'est une autre abstraction exposée par le kernel. Ces processus-là, pour aller utiliser les fichiers, les sockets, etc., ils vont passer par le kernel à nouveau pour faire tout un ensemble d'accès à ces ressources. Pour faire ces accès à ces ressources depuis les applications vers le kernel, on va utiliser des syscalls, donc des system calls ou appel système en français. C'est la principale interface entre le kernel et user space. Et c'est un moyen en fait pour les applications de demander au kernel d'effectuer une tâche pour elles. Donc par exemple, ici, on peut voir que si on a un fichier, on va vouloir l'ouvrir. Donc ça va être un syscall, on fait un open. Si on veut recevoir des données depuis une connexion qui a déjà été ouverte, on va faire un receive. On va recevoir donc nos données binaires sur une connexion TCP, par exemple, etc.
Vous en doutez, du coup, c'est extrêmement fréquent d'avoir des syscalls. Donc, dans toutes vos applications, en fait, on a continuellement, en général, des syscalls qui sont effectués pour tout un ensemble d'opérations. Et malheureusement, ces syscalls-là, ils sont quand même relativement coûteux. Alors, c'est pas énorme, vous doutez bien, autrement on aurait des problèmes. Mais quand vous le répétez non-stop avec un très grand nombre de syscalls, vous commencez à sentir le coût sur vos applications. Donc, pour donner une idée, ici, j'ai un graphe donc, qui représente avec une échelle logarithmique le coût de différentes opérations qui sont assez habituelles sur un CPU. Donc on peut voir tout en haut qu'on a des opérations qui sont effectuées tout le temps sur les CPU, du type des additions, des soustractions et compagnie, des accès au cache des CPU. Quand on commence à monter, à descendre plutôt dans le graphe un petit peu, on va avoir donc les appels à des fonctions en C. Ça coûte un petit peu plus cher, mais ça reste correct. Et quand on descend vraiment vers le bas, on commence à voir les syscalls. Donc là, on est vers 1500 cycles CPU. Donc c'est vraiment une estimation, parce que ça dépend quand même beaucoup d'un cas à l'autre. Et ça ne tient pas compte du temps de calcul ensuite du kernel. C'est vraiment juste le temps de faire un syscall, donc de faire ce switch vers le kernel. Alors pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher les syscalls? C'est relativement simple. En fait, votre CPU il est en train d'exécuter votre application en user space. Il est en train de faire tout un ensemble d'opérations. Et vous lui demandez de faire un system call. Donc à ce moment-là, il va mettre en pause tout ce qu'il était en train de faire. Donc pour ça, il va bouger beaucoup de choses qu'il avait dans les registres, etc., ailleurs. Et c'est cette mise en pause, en quelque sorte, de tout ce qu'il était en train de faire qui est un des éléments les plus coûteux des system calls. Après, vous avez d'autres coûts qui s'additionnent pour faire vraiment le montage en termes de privilèges sur votre CPU. Ça a aussi un coût. Donc pour résumer, on a le kernel qui est un composant critique, extrêmement privilégié, qui est incontournable aujourd'hui dans nos OS quand on utilise des applications classiques. Et ensuite, on a les system calls qui sont l'API principale du kernel pour les applications. C'est relativement peu expressif. Vous avez pu voir que c'est des opérations très simples du genre ouvrir quelque chose, recevoir des données sur tel socket, etc. Et c'est donc assez coûteux à utiliser puisqu'on en fait beaucoup. Donc ça va nous permettre de comprendre d'où vient ce besoin d'IBPF. IBPF, c'est un moyen de programmer le kernel. Donc l'idée, c'est que si on veut implémenter de nouvelles fonctionnalités dans le kernel, ce qui arrive relativement fréquemment quand on a des applications. Donc, par exemple, si vous voulez implémenter un nouveau protocole réseau, on a peut-être Quick qui est sorti, on va vouloir ajouter le support pour Quick dans le kernel parce qu'on n'a pas envie de gérer tout ça au niveau de l'applicatif. Ou si on veut faire une collecte de données un petit peu différente, on veut avoir une information en plus pour du debugging ou pour aller voir des trucs de performance sur notre système et c'est pas exposé par le kernel. Toutes ces choses-là, c'est des nouvelles fonctionnalités kernel qu'on va avoir envie de supporter. En général, on a deux options. Soit on implémente tout ça au niveau de l'application. Ça implique par exemple pour un protocole de tout recevoir au niveau de l'application. Donc vous allez recevoir par exemple tout le trafic IP jusqu'à votre application. Vous faites énormément de syscalls pour transférer toute cette information-là. Vous en doutez, c'est du coup extrêmement coûteux comme approche. L'autre option, c'est de l'implémenter au niveau du noyau. Donc le problème de l'implémenter au niveau du noyau, c'est que ça prend beaucoup de temps. Déjà, il faut le temps pour l'implémenter. Vous en doutez, la communauté Linux, elle ne va pas prendre vos changements comme ça en 2 secondes. Vu que c'est un composant critique, il va y avoir beaucoup de reviews. On va d'abord discuter de est-ce que ça a même un intérêt de faire ça. Il faut déjà convaincre sur le use case. Ensuite, il faut convaincre sur le design. Ensuite, il faut l'implémenter. Il y a des rounds de review. Déjà, ça prend du temps. Mais ensuite, une fois que vous l'avez fait, en fait, il faut encore plus de temps en général pour que ces modifications-là que vous avez fait, cette fonctionnalité que vous avez apportée au noyau, elle arrive jusqu'à vos utilisateurs. Parce que si vous utilisez Ubuntu ou même Fedora, il y a quand même un délai avant que le kernel, les dernières versions de Linux, soient utilisées par votre distribution. Et ensuite, il y a un délai pour que vos utilisateurs y mettent à jour leur distribution. Et si vous avez plusieurs utilisateurs et qu'ils utilisent des distributions un peu différentes, ce délai-là, il continue d'augmenter. Donc ça prend énormément de temps de changer le kernel et d'apporter ces fonctionnalités-là. Donc l'alternative, c'est IBPF. L'idée, c'est qu'on va écrire un programme qui va venir étendre les fonctionnalités du kernel. Ce programme-là va être beaucoup plus court à implémenter parce qu'on n'a pas besoin de convaincre 10 000 personnes différentes. On va le faire dans une entreprise, une équipe ou une communauté open source. Et ensuite, on va distribuer ce programme-là à des utilisateurs
qui vont pouvoir le charger directement dans le kernel pour étendre les fonctionnalités. Alors dans cet exemple-là, la mention de quelques jours pour faire ça, c'est quand même légèrement exagéré. En général, ça prend quand même quelques semaines, voire quelques mois. Il faut, comme n'importe quel logiciel, l'implémenter, le tester, etc. Donc, comment ça fonctionne tout ça? L'idée, elle est relativement simple. On a notre application qui vient avec un programme BPF qu'on aura écrit auparavant. Ce programme-là, on le charge dans le kernel, ça veut dire qu'on le copie vraiment dans la mémoire du noyau. Et une fois chargé, on va l'attacher à des événements. Donc on a tout un ensemble d'événements auxquels on peut s'attacher, du type la réception de paquets, l'appel à des fonctions kernel. Donc on peut vraiment s'attacher vraiment à des fonctions kernel, un peu à n'importe lesquelles au niveau du kernel. Et ensuite, le programme va être exécuté à chaque fois qu'on va avoir un événement qui va avoir lieu sur ces points d'attachement-là. Donc par exemple, quand on reçoit un paquet, le programme est exécuté. Un programme BPF, ça ressemble à ce que j'ai sur la gauche. Donc, on a un programme C, c'est généralement le langage qui est utilisé. C'est relativement classique si vous avez l'habitude du C. Vous vous en doutez, ce programme-là, il n'est pas chargé directement dans le kernel. On ne va pas aller directement charger du code C dans notre noyau. Ce qui se passe en pratique, c'est qu'on va le compiler vers un bytecode. Donc, un bytecode, c'est un langage binaire au final, qui est désassemblé ici dans mon exemple. C'est un langage donc, qui va utiliser des registres, ça ressemble pas mal à de l'assembleur, c'est relativement bas niveau. C'est dans ce cas spécifique à BPF, donc ça ne va pas être compris par le CPU, et ça va traduire en fait ce qu'on a fait au niveau de notre code C. En pratique, il n'y a personne qui écrit évidemment ce bytecode-là à la main, on écrit tous du C ou autre chose, et on compile vers ce bytecode. Alors un autre point qui est important à comprendre, c'est que je vous ai expliqué qu'on avait différents événements auxquels on pouvait s'attacher pour traiter différents événements qui ont lieu au niveau du kernel. Ces événements-là, en fait, on va recevoir des données qui sont liées à eux au travers du contexte. Le contexte, c'est l'argument que prend notre programme. Il dépend donc du point d'attache et il va nous donner un pointeur généralement vers les données liées au point d'attache. Donc si je m'attache par exemple au niveau de la stack réseau, que je reçois un événement à chaque fois qu'un paquet est reçu, typiquement, je vais recevoir en fait un pointeur vers ce paquet au niveau du contexte de mon programme BPF. Donc ensuite, on va passer par un syscall pour charger ce programme BPF-là dans le kernel. Donc j'ai un petit peu laissé entendre que le BPF, c'est un moyen de réduire le nombre de syscalls. Il en faut quand même un pour pouvoir charger le programme au début avant de pouvoir faire d'autres opérations. Ce même system call, il va être utilisé pour tout un ensemble d'opérations autour du lifecycle management de mes programmes et de d'autres entités qui viennent avec BPF. J'ai aussi mentionné que le programme, le bytecode, n'était pas compréhensible par le CPU. Donc ce qu'on va faire en pratique, c'est qu'on va le recompiler une deuxième fois au niveau du kernel. C'est beaucoup plus simple de compiler du bytecode vers de l'assembleur classique qu'on peut avoir, enfin du code machine classique qu'on peut avoir. Donc ça se fait très bien au niveau du kernel et ça va nous permettre d'avoir de bien meilleures performances que le CPU va pouvoir directement comprendre ce binaire-là et l'exécuter comme il exécuterait le reste du code kernel. Alors là, il y en a peut-être quelques-uns qui se disent ils sont complètement fous ces gars, ils veulent écrire des programmes dans des applications et les charger directement dans le kernel. Le kernel, il nous a dit que c'était privilégié, que c'était un composant critique. Au moindre bug dans mon application, en plus c'est écrit en C, il y a tout qui va cracher. C'est vrai. La solution à ça, c'est une analyse statique qui est faite au niveau du kernel. On va en fait chercher à rejeter n'importe quel programme qui serait unsafe pour le kernel. Ça veut dire qu'il pourrait causer un crash du kernel. Donc il y a tout un ensemble de choses qu'on va essayer d'identifier et qu'on va rejeter, comme des accès à la mémoire qui sont unbounded, des boucles qui sont soit unbounded, soit on a des jumps qui arrivent dans des endroits où il n'y a pas de code, etc. Alors, il y a un seul souci, c'est qu'on sait qu'en théorie des langages, que ça, en fait, c'est impossible de le faire avec une précision de 100%. C'est impossible de vérifier un programme arbitraire et de vérifier des propriétés de ce style-là pour n'importe quel programme qui arrivera en entrée. C'est un corollaire du halting problem, donc l'incapacité à savoir si un programme va arrêter de s'exécuter juste en analysant le programme. Alors, dans le cas d'IBPF, le moyen de contourner ça, il y en a deux. Le premier, c'est qu'on n'utilise pas l'entièreté du langage C. Le langage C, c'est extrêmement compliqué à vérifier de manière statique.
Donc à la place, ce qu'on fait, c'est qu'on a un subset du langage C. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas autorisées. Les boucles, vous êtes contraint dans la manière dont vous écrivez vos boucles. L'accès à la mémoire dynamique, les allocations, les free, tout ça, ça ne fonctionne pas, ou en tout cas pas de la même manière qu'en C. Et la seconde solution, c'est que on va quand même donc avoir une précision qui n'est pas à 100%, mais une précision qui n'est pas à 100%, souvent on peut choisir un peu de quel côté on tourne. Donc dans le cas d'IBPF, on ne veut pas avoir de faux négatifs, donc on ne veut pas avoir un verifier qui nous dit tout va bien, ensuite on charge le programme et tout va mal. Donc à la place, on va choisir d'aller plutôt vers des faux positifs. Des fois, notre verifier, il va nous dire tout va mal, et en fait, tout va bien. Et du coup, ça, c'est un coup sur l'expérience de développeur IBPF, mais ça a l'avantage qu'on ne va pas faire crasher le kernel par la suite. Ce verifier-là, il s'exécute donc dans le kernel. Il s'exécute une fois qu'on a chargé le programme. Il s'exécute sur le bytecode, parce que c'est beaucoup plus simple aussi de s'exécuter sur un bytecode qui est bien compris par le verifier et par le subsystème IBPF que de s'exécuter sur du code machine. Et une fois qu'il s'est exécuté, on va pouvoir compiler et attacher, etc. et exécuter notre programme. Alors le programme IBPF, il n'a pas accès à tout le kernel. Il ne peut pas faire exactement tout ce qu'il veut. Donc pour accéder à des choses comme certains espaces mémoire ou avoir la notion du temps qui est maintenue par le kernel, avoir accès peut-être aux informations sur les processus ou à la config réseau. Pour faire toutes ces choses-là, il va utiliser ce qui est appelé des helpers. Les helpers, en fait, c'est des fonctions, donc des fonctions helpers en quelque sorte. C'est un moyen pour IBPF donc d'accéder à toutes ces informations-là. Donc là, je donne un exemple avec le time management, donc savoir depuis combien de temps le système est allumé, par exemple. C'est aussi souvent un moyen de bypasser les contraintes du verifier. C'est-à-dire que s'il y a des choses très compliquées qu'on peut difficilement faire avec IBPF, comme toutes les fonctions sur les strings, tous les calculs de checksum sur nos paquets, pour toutes ces choses-là, on va avoir tendance à s'appuyer sur les helpers pour pouvoir avoir une implémentation qui est en fait en C, qui n'est pas en IBPF et qui est directement dans le kernel. Dans le programme que j'ai montré tout à l'heure, en fait, il y avait déjà deux helpers. Donc ils sont encadrés ici. Le premier, c'est pour récupérer le temps. Le deuxième, c'est pour envoyer des données vers user space. Donc c'est relativement simple, c'est en quelque sorte des fonctions qui sont disponibles, que vous pouvez appeler depuis vos programmes IBPF, et ça va ensuite faire la traduction dans ce qu'il faut au niveau du bytecode. Un deuxième concept qui est important dans IBPF, c'est les maps. Alors le souci ici, c'est que c'est très bien de pouvoir exécuter des programmes sur des événements qui arrivent au niveau du kernel. Mais si, quand vous exécutez un premier programme sur un premier paquet, puis que vous le réexécutez une deuxième fois, vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé la première fois, ça va beaucoup vous limiter sur ce que vous pouvez faire. On peut imaginer un cas très simple, peut-être qu'on veut compter le nombre de paquets et puis dropper à partir d'un certain nombre, une sorte de rate limiting. Si on veut faire ça, en fait, on a besoin de se souvenir de ce qui s'est passé avant, donc on a besoin d'avoir un moyen de stocker de l'information d'une exécution d'un programme à l'exécution suivante. Les maps, c'est un moyen de faire ça. C'est en fait des key value stores. Donc à chaque fois, on va avoir une opération de update, de lookup et de delete sur des keys. Et ça va donc lier vers des values. C'est aussi un moyen de communiquer avec user space. Donc quand user space a besoin de récupérer des informations qu'on a peut-être agrégées au niveau du kernel, en fait, il va passer à nouveau par le syscall BPF pour aller récupérer ces informations-là qui sont contenues dans les maps. Et l'accès à ces maps-là, il se fait à nouveau avec des helpers. Donc si on regarde mon exemple de code, on a vu donc qu'on avait un helper qui s'appelait BPF-perf event output, et ce helper-là, il utilise en fait une map qui s'appelle mymap dans mon exemple. Il n'y a pas beaucoup plus d'informations que ça. C'est une map de type ring buffer, c'est un moyen en fait de passer des informations très rapidement à mon application en user space. Alors des maps, il y en a beaucoup. En fait, elles sont rajoutées au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux besoins qui sont identifiés. Donc les toutes premières, elles étaient relativement classiques. On a des tableaux, on a des hash tables. Et au fur et à mesure que les besoins sont ajoutés, on a commencé à avoir des trucs un petit peu moins fréquents en tout cas. Donc récemment, on a eu des bloom filters qui ont été ajoutés. C'est pas tous les jours qu'on a besoin d'utiliser ça. Les maps sont relativement haut niveau, donc c'est assez simple d'usage. À chaque fois, c'est un key value store. Vous stockez une information, vous la récupérez plus tard. Ça peut changer un petit peu pour certains types, mais ça reste assez simple. Et un truc que moi j'aime bien, c'est que ça évite de devoir réimplémenter tout ça dans votre programme en C, surtout qu'avec les contraintes du verifier, ce ne serait pas forcément évident. Donc à la place, en fait, vous avez toutes ces structures de données-là qui sont déjà disponibles, qui sont souvent très bien optimisées, qui continuent d'être optimisées dans le kernel,
Ça, c'est des choses que la communauté kernel sait extrêmement bien faire, la communauté Linux sait extrêmement bien faire, et donc c'est pas plus mal de déléguer. Alors vous aurez peut-être remarqué que depuis le début, je vous parle d'IBPF et je vous ai jamais défini ce que l'acronyme veut dire. Donc il y a des gens, ils détestent quand je fais ça. Le souci, c'est que l'acronyme IBPF, en fait, il veut plus rien dire. IBPF, ça veut dire, à l'origine, Extended Berkeley Packet Filter. Ça n'a plus aucun lien avec Berkeley. Ça s'applique à beaucoup plus que des paquets réseau. Et ça permet de faire beaucoup plus que filtrer. Donc à partir de là, il ne nous reste plus que Extended. Ça ne nous dit pas grand-chose. Au final, c'est comme beaucoup d'autres acronymes qu'on a déjà, que ce soit en français ou en anglais, qui ont en fait petit à petit perdu leur sens. Alors je vous invite à regarder pour taser ce que ça veut dire. Ça aide un petit peu, mais enfin c'est quand même bien tordu comme acronyme. Donc pour résumer, IBPF, c'est souvent du code C simplifié. C'est un programme qu'on charge au niveau du kernel, qu'on exécute sur des événements. On a une analyse statique qui va chercher à protéger le kernel des erreurs qu'on pourrait faire dans nos programmes. Et ensuite, on a un ensemble d'API au niveau du kernel qu'on peut accéder depuis nos programmes pour récupérer des informations, ou même modifier des informations parfois, ou pour stocker des données pour les récupérer plus tard. Des cas d'usage IBPF. Donc des cas d'usage IBPF, on en a un premier qui est probablement le cas d'usage le plus connu. C'est en partie grâce à un expert en analyse de performance, Brendan Gregg, vous en avez peut-être déjà entendu parler dans d'autres talks, qui en fait a fait beaucoup d'évangélisme autour d'IBPF parce qu'il a envoyé un intérêt pour faire de l'analyse de performance et plein d'autres analyses au niveau système. Donc c'est principalement utilisé pour des outils d'observation du système, donc savoir par exemple à quoi ressemblent mes accès disques, ou pour faire de l'analyse de performance, donc du profiling de mes applications ou de mon système. Ce n'est pas vraiment limité que au kernel, on peut aussi aller observer des choses qui se passent au niveau des applications avec IBPF, parce que finalement le kernel il a accès en fait à énormément de choses. Donc un premier usage, ça va être vraiment les outils pour aller observer ce qui se passe au niveau du système. Donc, dans le schéma qu'on voit ici, en fait, c'est quasiment que des outils qui ont été développés par Brendan Gregg. Ça permet d'observer un très grand nombre de choses sur notre système. On peut voir donc que ça va aller chercher des informations à peu près toutes les couches de notre kernel, que ce soit sur le stockage, le réseau ou même le scheduling du CPU. Et l'intérêt d'IBPF pour faire tout ça, c'est que en fait, on peut faire de l'agrégation au niveau du kernel dans tous ces cas-là. Donc, par exemple, si je veux savoir à quoi ressemblent mes latences sur les accès disques, je vais pouvoir aller récupérer ces latences-là avec IBPF, mais je vais aussi pouvoir les agréger dans le kernel. Donc, calculer directement un histogramme de mes latences au niveau du kernel et envoyer seulement l'histogramme vers mon application qui s'exécute en user space. Et ça permet d'avoir des performances pour ce type d'observabilité-là qui sont bien meilleures. Ça permet de le faire en production sans se soucier d'avoir un impact de performance qui soit aberrant. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi, il faut quand même vérifier ce que vous faites. Évidemment, si vous vous mettez à faire plein de choses sans aucune agrégation, ça risque d'exploser un petit peu. Un deuxième use case qui est relativement fréquent, c'est celui qui tourne autour des flame graphs. Donc les flame graphs, c'est ce qu'on voit sur l'image qui est devenue toute jaune. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que ça commence donc avec un ensemble de fonctions. Vous ne pourrez pas lire les noms des fonctions ici, mais ce n'est pas vraiment l'objectif. Tout en bas, on va avoir notre première fonction qui s'est exécutée et ensuite celle qu'elle a appelée. Donc si on lit de bas en haut, on va voir en fait toutes les fonctions qui ont été appelées par leurs parents. Et ensuite, si on regarde sur l'axe des X, donc sur l'axe des abscisses, en fait, on va avoir le temps qui est passé sur le CPU pour chacune de ces fonctions-là. Donc par exemple, on voit que on a deux parties orange. Les parties orange représentent relativement peu de CPU par rapport au reste des opérations qui sont effectuées. Bon, relativement peu, c'est peut-être 40% quand même. On peut aussi avoir vraiment un profiling qui se fait sur l'ensemble de ce qui s'exécute sur le système. Donc, en bas, on va avoir vraiment la JVM, donc le code C++ qui va s'exécuter, c'est la partie qui est en jaune sur l'image. Ensuite, on va avoir le code Java qu'on peut voir en vert. Et enfin, le code Java, il fait des appels à des syscalls pour faire plein d'opérations, c'est votre application. Et ça s'exécute dans le kernel et on va aussi pouvoir le récupérer. Et cela est en orange sur l'image. Je suis désolé, je suis obligé de vérifier parce que ce n'est pas les mêmes couleurs. Alors ça existait déjà tout ça en fait. On pouvait déjà le faire. Sauf que quand on le faisait avec du sampling. Donc on récupérait plein d'événements. Ça coûtait pas mal en termes de performance.
et ensuite on calculait ce flame graph. C'est beaucoup plus efficace à faire avec eBPF parce qu'on peut calculer directement, on peut agréger les stack traces, donc la suite d'appels fonctions directement dans le kernel avec des compteurs qui sont associés et envoyer que cette information-là vers mon application. Et ce gain en performance, il permet de faire du continuous profiling, donc d'exécuter constamment cette récupération de données. Il y a des boîtes qui le font aujourd'hui. Et ensuite, donc, on peut revenir sur ce qui s'est passé sur mon système et aller regarder quel a été l'impact de tel moment, ou quand j'ai eu un drop de ma latence sur mes requêtes, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors un deuxième use case très commun avec eBPF, c'est en fait la motivation initiale d'eBPF. À l'origine, eBPF, ça a été imaginé dans une petite startup qui s'appelait PlumGrid. C'était une startup, donc elle n'a pas vécu très longtemps, et aujourd'hui elle n'existe plus. Mais la technologie qu'elle a imaginée existe encore aujourd'hui. Et le besoin qu'il y avait à ce moment-là, c'était tout ce qui était donc, SDN, si vous en avez entendu parler. On voulait faire des fonctions réseau du type load balancing, des choses pour la sécurité, ou plein d'autres fonctions que vous pouvez imaginer. Et c'était très long de le faire dans le kernel, donc on voulait un moyen de pouvoir faire toutes ces fonctionnalités-là réseau plus rapidement, plus facilement avec eBPF. Donc, pour donner quelques exemples, je commencerai bien par l'application réseau phare d'eBPF, ou en tout cas celle qui fait souvent le plus parler d'elle. Ça a été une des premières à sortir, c'est la mitigation de DDoS avec eBPF. Alors, si vous pensez qu'on est un petit peu fou parce qu'on exécute du code dans le kernel, vous n'allez pas trop aimer, parce qu'en fait, là, l'idée, c'est qu'on va exécuter du code dans les drivers réseau de mon système. Donc, on va avoir vraiment un programme BPF qui va s'exécuter au niveau du driver, juste après la copie des paquets en mémoire. Et ça va nous permettre d'analyser et de dropper les paquets avant qu'ils ne soient passés par quoi que ce soit d'autre dans le système. Donc, on ne va pas perdre de temps en les analysant au travers d'une stack TCP/IP pour finalement les dropper. On veut les dropper aussi rapidement que possible. Ça, c'est extrêmement utilisé comme use case avec eBPF, et c'est notamment une des raisons pour lesquelles vous avez probablement déjà, en tout cas, généré l'exécution d'un programme eBPF en naviguant sur Internet, parce que c'est utilisé par des grands acteurs pour faire la mitigation de DDoS. Un deuxième use case assez courant, c'est ce sur quoi je travaille. La stack réseau Linux, elle est assez générale, ce qui est plutôt pas mal, parce que vous pouvez faire beaucoup de choses avec, mais elle est aussi assez lourde. Et souvent, on n'a pas besoin de tout ce qui s'exécute dedans. Et dans le cas des conteneurs, c'est encore pire. Dans le cas des conteneurs, on va traverser une fois toute la stack sur le hôte, et une fois qu'on passe dans le namespace du conteneur, on va souvent réexécuter toute la stack dans le conteneur. Et souvent, on n'a pas besoin de faire ça 2 fois. Donc on a un overhead qui est assez conséquent. Donc l'idée dans ce cas, c'est qu'avec eBPF, donc dans le cas de Cilium, c'est ce qu'on fait, on va en fait chercher à spécialiser la stack réseau. Donc on va bypasser tous ceux dont on n'a pas besoin, tous ceux qu'on a déjà implémentés dans eBPF, ou tous ceux que tout simplement on n'a pas besoin d'exécuter parce qu'on n'a pas un besoin au niveau de l'utilisateur. Donc toute la partie qui est en rouge sur ce graphe, en fait, on va entièrement la bypasser et on va acheminer nos paquets directement dans les conteneurs des utilisateurs en bypassant tout ce qu'on a déjà fait avec nos programmes eBPF. Alors une petite nuance à apporter quand même, c'est que souvent on a un peu cette idée on entend souvent cette idée que eBPF améliore les performances. Juste le simple fait d'utiliser eBPF améliorerait les performances, ce qui est faux. C'est pas l'usage d'eBPF qui améliore les performances, c'est ce qu'on en fait avec. Donc on a des moyens de spécialiser le kernel, de spécialiser les traitements, ou peut-être d'utiliser des algorithmes plus adaptés grâce à eBPF pour aller peut-être plus vite ou pour faire des choses différentes. Et, comme je l'ai montré, des moyens de bypasser des opérations dont on n'a plus l'usage. Donc au niveau des cas d'usage, j'ai surtout parlé de réseau et de monitoring. C'est les 2 grands cas d'usage probablement phares aujourd'hui, en tout cas c'est ceux qui arrivent dans l'industrie. On a aussi beaucoup d'autres cas d'usage. Un autre qui est très fréquent maintenant, c'est la sécurité. On a des nombreux projets open source et des produits qui vont en fait chercher à utiliser eBPF pour aller récupérer des événements vraiment dédiés à la sécurité, ou même pour réagir à ces événements-là et dans le kernel, aller effectuer des actions. Donc, par exemple, vous recevez un DDoS, ou vous avez une application qui cherche à faire un DDoS donc, vers l'extérieur depuis un conteneur ou quelque chose comme ça. Vous allez détecter cela et vous allez tuer directement le conteneur avec eBPF dans le kernel. Donc on a une boucle de feedback en quelque sorte qui est beaucoup plus rapide qu'autrement.
Bon, mes propos restent à nuancer, on ne va pas non plus aller s'amuser à tuer des trucs sans avoir vérifié ce que c'est, mais c'est un peu l'idée. Ces cas d'usage, en fait, ils tournent souvent autour de plusieurs motivations. Donc, c'est souvent de l'agrégation dans le kernel. On cherche à gagner en performance, notamment quand on fait de l'observabilité. On a des algorithmes customisés, donc on va chercher à customiser des algorithmes pour nos besoins personnels. Donc, c'est notamment le cas des GAFA qui vont avoir des besoins spécifiques. Un autre use case qui revient souvent, c'est des patchs kernel temporaires. Donc on a peut-être une vulnérabilité sur le kernel, on va chercher à la mitiguer avec un patch temporairement sur le kernel. Ou alors on a un problème en production, on va chercher à aller rajouter un petit programme pour voir ce qui se passe temporairement, et ensuite on va le retirer une fois qu'on a résolu le problème. Et c'est aussi un moyen de bypasser beaucoup de traitements qui deviennent inutiles, et souvent ils deviennent inutiles parce qu'on est capable de les faire en IBPF de manière plus optimisée. Alors, il y a quelques autres misconceptions qui reviennent très souvent. Une première, c'est IBPF est dangereux parce qu'on utilise du code écrit par des applications pour charger un kernel. J'ai parlé du verifier qui fait une analyse statique, mais bon, c'est que ça reste du code qui a été écrit par des humains. Il y a des bugs dedans. Il y a eu plusieurs bugs dans le verifier. C'est relativement pas fréquent, mais ça revient quand même de temps en temps. Et quand on a un bug dans le verifier, ça veut dire potentiellement qu'on peut avoir quelqu'un qui a accès à toute la mémoire. Donc là, on se dit, gros warning, c'est extrêmement dangereux. Bon, la nuance à apporter, c'est qu'en pratique, aujourd'hui, si vous voulez charger un programme BPF dans le kernel, en fait, il faut avoir les privilèges admin, ou des privilèges extrêmement proches d'admin. Du coup, bon, si vous êtes déjà admin ou vous chargez un programme BPF pour lire toute la mémoire, il y a quand même des moyens un peu plus simples d'aller lire les mots de passe des autres en mémoire. Alors, il y a une nuance sur la nuance à apporter, c'est que vous pouvez désactiver ça. C'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte que n'importe qui puisse charger certains programmes BPF, pas tous les programmes BPF, mais certains. Normalement, ce n'est pas le cas par défaut, mais si vous voulez le vérifier, il y a cette commande que j'ai rajoutée dans les slides. Si la valeur est 1 ou 2, ça veut dire que vous êtes plutôt safe, les privilèges sont requis. Si la valeur est 0, je vous conseille de mettre 1 ou 2, histoire de ne pas avoir de soucis. En pratique, je suis au courant de personnes qui utilisent en production IBPF sur des besoins où ils ont besoin de ne pas avoir de privilèges pour charger les programmes IBPF. Dans la plupart des use cases, en fait, on est déjà privilégié et on a besoin de charger ce programme-là. Alors, une nuance liée à apporter, c'est IBPF ne peut pas crasher le kernel. Donc là, c'est un peu l'inverse. On a une super confiance dans notre verifier. On se dit, c'est bon, à moins qu'il y ait vraiment un bug, ça ne doit pas arriver si souvent que ça. Aucun moyen que je crache le kernel. Bon, en pratique, en fait, ça dépend quand même beaucoup de comment vous l'utilisez. Le programme IBPF lui-même, il ne peut pas crasher le kernel. Mais si vous vous amusez à faire un programme qui prend beaucoup de CPU, genre il fait des appels à plein de fonctions, à plein de données, de structures de données différentes, et qu'ensuite vous l'attachez à l'ensemble des fonctions de votre kernel, vous doutez bien que ça va avoir un impact sur les performances. Votre système, en gros, il va commencer à soit vraiment ralentir, soit à complètement freeze. Donc ça, c'est un exemple, peut-être pas de crash au sens habituel, mais c'est un moyen, en tout cas, d'utiliser IBPF qui permet d'endommager le système. Donc évidemment, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire si vous n'avez pas les privilèges admin, mais ça reste quelque chose de possible. D'autres exemples, c'est aussi relativement facile de bloquer tout le réseau. Ça m'est déjà arrivé de faire une erreur en développant un pare-feu IBPF, et je me retrouve en fait à bloquer complètement mon serveur, et ensuite je dois tout rebooter. C'est possible de faire la même chose avec les syscalls, vous pouvez bloquer tous les syscalls. À chaque fois, il faut avoir les privilèges. Et je pense que la conclusion, c'est plus que c'est plus difficile de crasher le kernel avec IBPF, parce que ça a souvent besoin d'être quand même relativement intentionnel. Ce n'est pas tous les jours que vous allez commencer à chercher à bloquer des syscalls ou à bloquer tous les syscalls ou à vous attacher à un nombre énorme de fonctions réseau, de fonctions kernel. Et généralement, c'est des cas que vous allez avoir testés, c'est des cas relativement évidents, et ça permet donc de limiter le nombre de cas où vous allez endommager votre système. Quelque chose d'autre qui revient souvent, c'est qu'on ne peut pas tout programmer avec IBPF. C'est plutôt vrai, mais à nuancer quand même. IBPF, en fait, c'est Turing complet. Malgré les limites qu'on a au niveau du verifier, ça a été prouvé par un collègue il y a quelques semaines à une conférence qui s'appelle la BPFCon 2023. Il s'avère qu'en fait, IBPF est Turing complet. On peut implémenter un équivalent d'une machine de Turing avec. Et donc, théoriquement, on peut tout faire.
En pratique, c'est pas parce que vous pouvez tout faire avec quelque chose parce qu'il est Turing complet que ça veut dire que vous voudrez tout faire avec. Pour donner un exemple, si vous prenez HTML plus CSS ensemble, ça fait quelque chose qui est Turing complet. Bon, c'est pas pour autant que je pense que vous n'allez pas vous amuser à implémenter des algorithmes de chiffrement ou de parcours de graphes en HTML et CSS. C'est un peu pareil avec IBPF. Il y a beaucoup de choses plus avancées que vous n'allez probablement pas faire avec, et vous allez plutôt déléguer ça soit au kernel, soit à votre application, dans certains cas. Et tout ça, ça s'améliore quand même beaucoup de version en version. Donc au fur et à mesure des versions de Linux, il y a quand même beaucoup de choses qui sont ajoutées, qui permettent de faire des choses plus avancées avec IBPF. Mais il y aura toujours cette contrainte-là qui restera, en tout cas pour, je pense, un bon nombre d'années à venir. Et enfin, puisqu'on est en France et que ça revient relativement fréquemment, il y a l'idée que ça ne s'applique qu'aux GAFA. Alors ça, c'est souvent un peu vrai. On voit des nouvelles technologies qui sortent, ça a l'air super, ça passe pour une échelle gigantesque. On se dit, waouh, c'est génial, c'est Google qui fait tout ça, incroyable. Mais en fait, nous, on n'en a pas trop l'usage parce qu'on n'est pas du tout à cette échelle-là. Je vois pas trop l'intérêt de faire tout ça, quoi. Je pense pas que ça s'applique à IBPF. Il y a plusieurs raisons. La principale, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de projets IBPF qui ont un intérêt direct pour les utilisateurs et qui sont disponibles en open source. Donc des projets comme Falco pour la sécurité, Cilium pour les réseaux de conteneurs, Tracy pour la sécurité et l'observabilité, ou BCC avec tous les outils que j'ai montrés au début. Tous ces projets-là, ils peuvent être utilisés par un peu n'importe qui. Ils ont des intérêts assez rapidement, que ce soit des intérêts de performance ou des intérêts au niveau des fonctionnalités qui sont offertes. Et donc je pense que ça montre assez bien que ce n'est pas limité à des énormes acteurs comme les GAFA. Alors pour donner quelques exemples, en France, on a l'URSSAF, Radio France et Datadog qui l'utilisent au travers de projets, donc qui l'utilisent au travers de Cilium. Alors l'URSSAF, ce n'est pas pour calculer vos cotisations, c'est vraiment juste pour leur réseau de conteneurs dans une de leurs entités, en tout cas l'URSSAF. Ensuite, on a Datadog qui a aussi une équipe de développeurs IBPF sur Paris. Et j'ai entendu des rumeurs comme quoi OVH en avait aussi une. Donc s'il y a quelqu'un d'OVH pour confirmer, ça m'arrangerait bien, mais voilà. Donc pour résumer sur les misconceptions, on a beaucoup de choses à nuancer autour du verifier et des usages qui sont faits d'IBPF. Les raisons pour ça, je pense que c'est simplement que le verifier, c'est assez spécifique à IBPF. On a beaucoup de langages où on a ce genre de vérification qui sont effectuées. Donc je pense par exemple à C, pas à C, surtout pas à C. Je pense plutôt au Rust, au Golang, même au Java, où on a beaucoup de vérifications qui sont effectuées. Mais ces vérifications-là, elles sont souvent effectuées au niveau du compilateur, en user space, au moment où vous compilez votre programme, de manière statique comme dans IBPF. Et c'est donc relativement différent de ce cas-ci où on va faire cette analyse sur le bytecode une fois que le programme est chargé dans le kernel. Et surtout, on a un verifier qui a évolué de manière un peu petit à petit au fur et à mesure que les use cases apparaissaient et qui est donc parfois un peu plus difficile de lecture que d'autres choses. Le verifier, il reste quand même beaucoup plus simple que tous ces autres langages que j'ai mentionnés. On est sur un bytecode qui reste encore aujourd'hui relativement simple. Le verifier, c'est quelques milliers de lignes et non pas des dizaines de milliers de lignes comme dans beaucoup d'autres cas. Ensuite, sur les nuances à apporter, donc il y avait aussi les usages qu'on peut faire d'IBPF. Je pense que la raison est toute simple, c'est qu'il y a encore beaucoup d'évolutions en cours sur les usages qu'on peut en faire. On découvre encore des choses qu'on peut faire avec. On a des personnes qui ont des problématiques qui vont venir vers la communauté Linux et demander le support de nouvelles choses pour répondre à leurs besoins. Donc tout ça, c'est en cours d'évolution. Donc c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec IBPF aujourd'hui. C'est comme beaucoup d'autres technologies, il faut un petit peu regarder, et c'est souvent plus une question de difficulté que d'être capable ou pas de le faire. Alors, pour conclure, donc, IBPF, c'est des programmes assez classiques. On l'a vu, c'est du code C, en l'occurrence, qui sont chargés dans le kernel et qui sont ensuite exécutés en réaction à des événements. C'est un moyen d'implémenter des nouvelles actions au niveau du kernel, de nouveaux comportements en réaction à ces événements-là. C'est déjà très utilisé par beaucoup d'acteurs, peut-être même par vous aujourd'hui sur votre laptop ou sur votre téléphone Android. Et c'est donc relativement stable aujourd'hui, c'est utilisé dans beaucoup d'endroits en production. Et j'espère que tout ça vous a permis de comprendre un peu mieux la manière dont ça fonctionnait. Donc je tiens à remercier déjà l'ensemble d'entre vous pour avoir écouté le talk, mais aussi mes collègues Raphaël Pinson et Vadim, dont je ne prononcerai pas le nom de famille parce que j'aurais beaucoup de mal.
Raphaël a fait les slides les plus beaux que vous avez pu voir dans la présentation. C'est probablement pas moi qui les ai faits, c'est plutôt Raphaël. Et beaucoup des images qu'on a autour d'IBPF et de Cilium, c'est des images qui sont faites par Vadim. Alors, je peux prendre des questions et je peux aussi faire une petite démo, montrer rapidement ce que c'est en parallèle. Mais je pense que je peux faire les deux en même temps. Oui, merci pour la présentation. En fait, je me demandais juste si on pouvait attacher plusieurs événements, plusieurs programmes au même événement. Et comment ça se passait quand on avait de la concurrence comme ça? Alors ça dépend des événements. Il y a certains événements, tu vas pouvoir en effet attacher plusieurs. Donc sur le réseau, on a certains points d'attache où on peut vraiment attacher plusieurs programmes qui vont s'exécuter les uns à la suite des autres. Et dans ce cas-là, ça dépend un peu de l'API qui est utilisée pour ces points d'attache. Donc c'est-à-dire que le premier va peut-être répondre avec un code de retour pour donner la main au suivant ou pour dire on s'arrête là et on passe la main à aucun autre programme suivant. Après, pour la plupart des points d'attache, c'est souvent quand même un programme BPF. Ça commence à devenir un petit peu problématique des fois, parce qu'on a quand même plusieurs acteurs qui ont plusieurs produits qui utilisent IBPF. Donc nous, on s'est déjà retrouvé, par exemple, à charger Cilium sur un système utilisateur qui utilisait aussi les produits de Datadog. Datadog, c'est aussi basé sur IBPF, et on se retrouvait avec un conflit au niveau de certains des points d'attache. Ça se résout assez bien, en fait, parce que tout ça, c'est des communautés open source. C'est des personnes qui se connaissent, donc en général on va juste voir la personne Datadog, on discute avec eux et on essaye de s'arranger pour voir comment faire tout ça au mieux. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des vérifs au niveau du compilateur? Merci. Parce que vous vérifiez le bytecode vers le code qui va être compilé juste à temps, est-ce qu'il y a des vérifications au niveau du compilateur? Pour le JIT compiler du coup? Ouais. Non, à ce niveau-là il n'y a pas de vérification. Peut-être un bémol à apporter, c'est qu'il y a des choses qui sont compilées directement dans le programme pour faire des vérifications en runtime. Donc par exemple, si vous utilisez des tableaux dans IBPF, c'est donc une structure de données, c'est une maps qu'on a. Ces maps-là, en fait, les accès, ils sont souvent inlined au niveau du programme BPF. Donc on n'a plus un appel vers les trucs de lookup dans mes tableaux, on a directement un accès mémoire qui est fait au niveau du programme. Et cet accès mémoire-là, il faut quand même vérifier qu'il est dans le range de la map, quoi. Donc ça, c'est compilé dans le programme final, ce check sur le range de la map. Mais ce n'est pas une vérification qui est faite vraiment par le JIT compiler, c'est une vérification qu'il compile, lui, dans le programme. Merci pour la présentation. Alors, vous l'avez peut-être mentionné, dans ce cas-là, je m'excuse si j'ai pas fait attention. Est-ce qu'il est possible d'écrire un programme IBPF avec autre chose que du C? Alors, je pensais le mentionner. J'ai un peu coupé parce que j'avais peur au niveau du temps. Mais au final, j'aurais pu avoir le temps. Voilà. Donc, c'était une des autres nuances à apporter. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser C pour faire de l'IBPF? Je sais que le C, ça en rebute quand même pas mal. En pratique, en fait, non. Il existe un autre langage, c'est Rust, qu'on peut utiliser. En fait, ce qui se passe, c'est que le principal compilateur pour compiler vers du IBPF, c'est l'LVM et Clang. Donc, en fait, tous les front-ends à l'LVM pourrait potentiellement être utilisé. Il y a souvent un petit peu de travail quand même, mais c'est potentiellement faisable. Donc c'est Rust. Je m'attends à en voir d'autres probablement dans les années à venir. Une autre nuance à apporter quand même sur le C, c'est que c'est pas du tout le C habituel. Vu que c'est contraint, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a tendance à faire en C qui sont un petit peu compliquées. En tout cas, on a peur de faire des erreurs du genre la gestion de la mémoire dynamique. Toutes ces choses-là, en fait, elles sont faites au travers d'helper au lieu de le faire en C. Donc c'est un peu plus simple à faire comme programme C, je trouve, en tout cas, qu'habituellement. Alors, je peux montrer un exemple de programme BPF rapidement. J'ai une question. Au niveau, comment utiliser au niveau des appels donnés par eBPF, par exemple dans un programme, comment faire appel à ces fonctions-là? Et aussi comment charger facilement les programmes eBPF? Alors, pour la première question, tu demandes comment est-ce qu'on fait les appels aux helpers dans les programmes IBPF? Non, comment on appelle les fonctions, les syscalls fournis par eBPF à plus haut niveau?
Alors en fait, il y a tout un ensemble de librairies qui existent pour différents langages. Donc je suis au courant de librairies pour gérer IBPF en fait en Go. Donc il y en a une qui est faite par Cilium. En Python, il y en a une qui avait été beaucoup poussée par Brendan Gregg. En C++, en Lua, etc. Donc il y a des librairies qui existent qui permettent d'utiliser des fonctions en fait un peu plus haut niveau qui vont elles faire ensuite les appels vers les syscalls et le management des programmes, etc. Et la deuxième question, c'était Comment charger facilement si j'ai un programme qui utilise un eBPF, comment charger ça facilement dans le kernel? Du coup, je pense que c'est un peu en lien avec la première question, c'est-à-dire que souvent on passe par des librairies. On écrit d'abord le programme en C, on va le compiler. On va avoir du coup un fichier qui contient ce programme-là et on va le transmettre avec notre application à nos utilisateurs. Et la librairie ensuite va être utilisée pour prendre ce fichier-là et le charger au niveau du kernel. Donc tout ça, c'est des choses qu'on fait avec des librairies en fait, en fonction du langage qu'on utilise. Ok, donc je suis sur un Ubuntu, donc je peux montrer rapidement quelques exemples de programmes BPF. J'ai mentionné que systemd en chargeait quelques-uns. Donc là, si je remonte, vous pouvez voir que donc chaque entrée de ce type-là correspond en fait à un programme BPF. Ici, c'est le type du programme, donc c'est le point d'attache en fait auquel on va être attaché. Et ici, on peut voir qui est-ce qui a chargé ce programme BPF-là. Donc, si vous regardez un peu, vous pouvez voir que c'est beaucoup de systemd qui a été chargé sur mon système. Donc, si je vais ensuite en dumper un pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, je vais lui demander de me dumper ce à quoi le programme ressemble une fois que le verifier a été exécuté dessus. C'est le seul moyen, puisque si le programme n'avait pas passé le verifier, il ne serait pas sur mon système, il aurait été rejeté. Donc, je vais par exemple afficher le dernier. Alors je vous préviens, c'est du bytecode, hein, ça ne va pas ressembler à grand-chose de très très utile. Donc le dernier ressemble à ça. Donc on a tout un ensemble de bytecode qui est exécuté à chaque fois qu'il y a un événement. Alors je vais peut-être en choisir un peu plus... Non, ok. Et si on veut voir ensuite ce qui se passe une fois qu'on a compilé, il faut bien écrire. Une fois qu'on est passé par le JIT compiler, on se retrouve avec un truc qui est encore moins lisible. Donc là, c'est en fait de l'assembleur de code x86, l'architecture de mon CPU. Donc c'est ce qu'on a, ce qui va réellement s'exécuter ensuite sur mon CPU, sur mon système. Avec ces programmes-là, on a tout un ensemble de maps qui vont être utilisés. Donc là, dans le cas de systemd, ils utilisent visiblement différents types de maps. Les plus classiques, c'est les hash tables, les arrays. On peut spécifier une certaine taille de clés, de valeurs et une taille maximum de la map. C'est quelque chose d'assez important, c'est que toutes les maps ont une taille maximum. Donc, si vous voulez plus de données, en général, il faut recharger la map à un moment. Tout ça, ça nous permet de faire différentes choses. Donc, par exemple, dans les outils que j'ai montrés à un moment, il y en a un qui permet de s'attacher au exec sur mon système. Et ça va me permettre de voir toutes les fonctions, toutes les commandes que j'exécute sur mon système. Donc je lance, il va y avoir tout un paquet de warnings de compilation parce que je n'ai pas fait les choses très, très proprement. Si j'ouvre un deuxième terminal qui est tout petit et que je fais, on va dire juste récupérer la date, ici on peut voir donc qu'on a intercepté en fait avec cet outil-là qui utilise IBPF ce nouveau processus-là, en fait cette nouvelle commande qui a été exécutée. On a différentes informations, donc de contexte, le PID du parent, potentiellement on aurait pu avoir l'utilisateur, c'est ce sur quoi je filtre, etc. Alors, je vais essayer de trouver un autre exemple. Ah oui. Il n'y a personne qui connaît une fonction kernel par hasard. Bon, c'est peut-être pas la meilleure solution, on va plutôt aller sur un autre. Fsync. Fsync, je pense que c'est plutôt un syscall. Mais est-ce qu'il y a une fonction qui correspond ?
perdu. Non, je vais aller chercher un autre outil. Ça tombe bien. Hop. Donc ici, on a tout un ensemble d'outils qui ont été écrits, donc je peux simplement aller en chercher un autre qui va être un peu plus simple à utiliser pour une démo. Il y en a un que je cherchais en particulier sur les accès au système. Biolatency. Donc cet outil-là, si je me rappelle bien, va aller nous calculer en fait les latences des temps d'accès à mes blocs de mon SSD en l'occurrence, parce que c'est un SSD que j'ai, et il va me tracer, si je ne me trompe pas, un histogramme de tous ces accès-là. Voilà. Donc ici, ce qu'on voit en fait, c'est une distribution des temps d'accès à mon block device, donc en l'occurrence mon SSD, qui ont été faits par tout ce qui se passe sur le système, hein, donc ça peut être n'importe quelle application, processus ou même le kernel lui-même. Donc on peut voir qu'on en a eu quelques-uns, enfin la plupart en l'occurrence, qui ont pris beaucoup de temps, versus d'autres qui ont pris beaucoup moins de temps. Cette information-là est relativement peu utile, mais ensuite on peut filtrer sur l'application qui a fait ces accès-là, on peut filtrer sur peut-être au niveau du temps, voir seulement certains trucs. Et en faisant des programmes un peu plus compliqués, on pourrait même aller voir cette information-là seulement pour certaines requêtes réseau, donc les lier à une certaine connexion TCP par exemple, pour voir la latence associée. Tout ça est calculé dans le kernel comme j'ai expliqué, et on reçoit seulement les données résumées. Donc là, en l'occurrence, le programme qui affiche réellement, c'est un tout petit programme Python qui reçoit les données et qui se contente de les afficher de manière très brute dans le terminal de cette manière. Et je vous invite à regarder ensuite BCC pour beaucoup d'autres outils qui sont relativement utiles si vous voulez aller faire de l'observabilité sur votre système. Et voilà. Merci beaucoup.